Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Enfin, on parle, c'est surtout vous l'ami Jean-Luc. Bonjour Anne Hidalgo. Pourquoi vous m'appelez Anne Hidalgo? Parce que vous n'avez pas de voix aujourd'hui, alors c'est pour ça que je vous appelle Anne Hidalgo. Alors je suis passée par tous les noms, on va tout de suite annoncer ce qui se passe. Je ne vais pas être très présente aujourd'hui, je suis là, mais vocalement plutôt calme. Et merci Laurence d'avoir fait l'effort de venir. Bah oui, alors comme vous l'entendez, attends, il faut que je place ma voix en basse. Voilà, comme vous m'entendez, j'ai un peu perdu ma voix cette semaine, un sacré virus qui est passé par là. Tout va bien, c'est pas la Covid. Ah voilà, quand je me place comme ça, c'est pas mal. Allez, aujourd'hui, mon ami Jean-Luc, de quoi allons-nous parler puisque c'est toi qui vas tout faire? Alors aujourd'hui, on va avoir avec nous Stéphane Magnin, qui est directeur de l'activité automobile de Suzuki France. On mettra aussi l'accent sur l'automobile ancienne, puisque vous le savez, le salon Rétromobile ouvre ses portes la semaine prochaine. Et puis, on a aussi un essai cette semaine, je vous le donne en mille, ça sera une Suzuki. Ah bon, mais pourquoi donc? Suzuki hybride, puisque Suzuki a décidé de faire son propre système hybride. Donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous nous appelez au 826 300 300. On sent que ça manque un peu. Oui, non, mais ça, je le maîtrise encore pas. Ou par mail à jeparticipe@sudradio.fr et bien évidemment sur la page Facebook de Sud Radio pour vos questions que Laurence pourra quand même relayer en faisant un petit effort. Je vais être là en faisant un petit peu comme ça les liens et les liants. Vous êtes donc attendus. Allez, c'est parti. On parle auto tout de suite avec notre invité. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Bonjour Stéphane Magnin. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour. Directeur de l'activité automobile de Suzuki France, parce que Suzuki ne fait pas que des automobiles. Alors les motards le savent évidemment, mais vous faites aussi des bateaux. Vous vendez en France, enfin des moteurs de bateaux. Des moteurs de bateaux, oui, pas des bateaux. Effectivement. C'est trois branches complètement différentes. La filiale s'occupe des trois, mais il y a trois équipes dédiées, puisque c'est des produits bien différents, avec des concessionnaires bien différents également. Donc c'est des réseaux bien différenciés. Ah, des réseaux différents, oui. D'accord. Il n'y a pas un concessionnaire moto qui vend des voitures en même temps? Si, je crois qu'on en a un ou deux, mais c'est grand maximum sur les 218 points de vente qu'on a, donc c'est pas beaucoup. Vous avez tous été touchés, j'imagine, différemment par la crise. Alors, comment se sont portées les ventes de Suzuki l'année dernière, en 2021, avec la crise sanitaire? Puis on voit que les crises se suivent, malheureusement. Comment vous envisagez l'avenir? Alors, comment ça s'est passé l'année dernière au niveau des ventes pour vous? Plutôt pas mal, d'ailleurs. Plutôt pas mal, oui. Suzuki, dans le monde, c'est 2 800 000 voitures l'année dernière. Donc, c'est un peu en baisse, Covid oblige, et puis avec la crise de la production des semi-conducteurs. Un peu en baisse de combien? De 10% à peu près. Mettez-vous bien avec le micro. Voilà. Oui, 10%. Et c'est à peu près ce que fait le groupe Renault Dacia. Donc, pour donner à vos éditeurs un petit focus sur quand on se compare aux marques françaises. Et puis en France, on a plutôt bien fonctionné en 2021, malgré toutes les problématiques de production, avec plus 16%, ce qui fait autour de 25 000 voitures vendues l'année dernière vous avez sur le marché plus français. 16% dans un marché qui était en baisse, c'est quoi? C'est de 8%? 13%. 13%. D'accord. Ah oui, donc vous avez surperformé. Pourquoi? Vous aviez du stock? Comment ça s'est passé? Effectivement, alors, pendant la crise, on a continué à produire des voitures et nos partenaires concessionnaires ont joué le jeu avec nous pour préparer le retour à la normale, et c'est ce qui nous a permis d'avoir des voitures de libre à la vente pendant quasi les 3/4 de l'année 2021. Comment vous êtes impacté par la crise des semi-conducteurs? Parce que tous les constructeurs le sont. Alors peut-être un peu moins les constructeurs asiatiques. Bon, Suzuki, ça reste un constructeur japonais. On a été moins dépendant des semi-conducteurs au début. On avait un peu plus de stock. Et puis là, la crise continuant, depuis quelques mois, depuis on va dire un petit semestre, on voit des problèmes de production. Et puis on a encore un semestre difficile et on nous parle d'un retour progressif à la normale à partir du deuxième semestre 2022, ce qui nous pose effectivement beaucoup de problèmes et des délais rallongés pour nos clients. Je vais parler un tout petit peu, mais doucement. Moi, je connais pas bien la marque, j'ai eu l'honnêteté de vous le dire. Je la connais pas, je la connais parce que je vois les voitures rouler, mais je connais pas bien l'histoire de Suzuki, de où, de quand, de comment. Un petit retour en arrière sur cette maison? C'est une maison qui est centenaire depuis l'année dernière. Donc on a commencé avec la moto, les métiers à tisser d'abord, c'est ça le début, la mécanisation des métiers à tisser dans le Japon d'il y a 100 ans. Et puis ensuite une motorisation d'une sorte de vélo, que c'était le début de la moto. Et puis dans les années 50, notre première voiture qui était la Suzuki Light,
Suzuki Light vendu au Japon, qui était une toute petite voiture économique pour permettre notamment aux professions libérales, on dirait aux médecins, aux infirmiers de se déplacer plus rapidement après la guerre. Ouais. Et en France, Suzuki, une marque toute jeune, vous allez fêter vos 30 ans de présence dans l'Hexagone cette année. Donc, joyeux anniversaire déjà. Merci. Avec un petit peu d'avance. Vous allez faire il y a des choses particulières qui sont prévues? Oui, c'est prévu à partir nous, on a un exercice fiscal, donc ça sera 30 ans à partir d'avril. Oui, on a prévu des choses, de parler de notre histoire en France, dans le monde et en France, effectivement. Alors, si je veux commander aujourd'hui une Suzuki, vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous aviez eu des stocks par chance, mais que certainement ils sont en train de s'épuiser. Je viens aujourd'hui, je vous commande une Suzuki Swift, je peux espérer l'avoir quand? On donne un délai moyen de 6 mois aujourd'hui. Ah oui, quand même. Alors, vous donnez un délai moyen avec une date précise ou c'est pas une date un délai très précise, moyen avec des guillemets? C'est un délai moyen, ça peut être avant. Il y a certains clients, quand on donne ça, on reçoit des productions, donc on les prévient à l'avance. Et donc ça demande à nos forces de vente de préparer notamment les fins de leasing, etc., d'appeler les clients 6 mois à l'avance pour leur dire, attention, si vous voulez recommander, il faut que vous le fassiez maintenant pour anticiper, pour qu'on ait les plans de production. Les voitures sont fabriquées où? 80% de notre production vient du Japon. Swift Ignis vient du Japon et le Jimny également. Et puis il n'y a que nos SUV et S-Cross et Vitara qui sont fabriqués dans notre usine de Hongrie. Aïe. Alors la Hongrie, c'est à côté de l'Ukraine. Ouais. Est-ce que ça va avoir un impact? Alors c'est pas très loin effectivement, il y a une frontière commune avec l'Ukraine et bon, on espère que ce conflit, on l'espère tous, s'arrête dans les plus brefs délais. On n'a pas de fournisseurs venant d'Ukraine. On a des nouvelles, les gens là-bas sur place sont pas trop inquiets. Comment vont les équipes? Vous n'êtes pas tout près, c'est pas tout près de la frontière quand même. On est au nord de Budapest, le long du Danube, à la frontière slovaque. Il y a d'ailleurs beaucoup d'ouvriers slovaques qui viennent travailler dans notre usine. C'est très proche. Il suffit de passer le Danube et c'est la frontière. Pour l'instant, tout le monde est en sécurité. Et puis, on a dégagé un budget pour aider d'1 million d'euros pour les hauts réfugiés, pour le haut comité des réfugiés, le don sera fait de la semaine prochaine pour aider bien sûr les ressortissants ukrainiens ou les réfugiés ukrainiens. D'accord. Pas trop de problèmes de logistique pour ramener les véhicules de Hongrie? Non, pour l'instant, pas de problème de logistique. D'accord. Dans la part des ventes, aujourd'hui, les femmes, ça représente quoi? Ça dépend des modèles. Ça dépend des modèles. Mais notamment notre modèle porte-drapeau, la Swift, qui représente 45% de nos ventes l'année dernière. C'est 2 tiers de femmes. 2 tiers. Oui. Bon, ça tombe bien parce que cette semaine, on a eu la journée internationale de la femme et il y a eu un papier qui m'a beaucoup fait rire dans caradisiaque.com. Et si on interdisait le volant aux hommes? On va en parler tout de suite avec Pierre-Olivier Marie. Sud Radio, on parle auto et de sécurité. Avec Sécuritest, prenez rendez-vous en ligne pour votre contrôle technique dans un de nos 1000 centres sur securitest.fr. Et vous connaissez l'adage, femme au volant, mort au tournant. Eh ben, messieurs, on va vous mettre un petit coup de taquet. La vérité est tout autre. On a avec Pierre-Olivier Marie. Pierre-Olivier Marie, qui est rédacteur en chef adjoint de caradisiaque.com. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour Jean-Luc, bonjour à tous. Bon, ça m'a beaucoup fait rire d'avoir lu ça cette semaine parce que, alors nous, on est persuadés effectivement que les hommes sont des cadors au volant, mais en fait, la majorité des tués sur la route sont soit des hommes, soit causés par des hommes. Que je regrette de ne pas avoir beaucoup de voix aujourd'hui. Ah oui, non, le constat est absolument accablant pour nous les hommes. Les hommes, c'est 84% des accidents mortels. Je parle à kilométrage parcouru équivalent. Équivalent, donc, on est d'accord. Voilà. Donc les hommes, c'est 84% des accidents mortels. Les hommes se tuent 3 fois plus que les femmes au volant. 91% des conducteurs alcoolisés impliqués dans un accident mortel sont des hommes. Ouais, mais ça, ils boivent pour oublier leurs femmes. Arrêtez, ça va pas bien, Jean-Luc Moreau. Je ne suis pas d'accord. Et encore mieux, 85% des permis invalidés sont des permis appartenant à des hommes. Donc c'est vraiment absolument accablant. C'est une catastrophe pour nous les hommes. Et en fait, ce serait peut-être une bonne opportunité, une opération à tester pour les pouvoirs publics, une journée sans hommes au volant, ou un mois ou une année.
année peut-être. Et là, il y aurait alors un gros manque à gagner côté radar, effectivement, parce que les femmes sont plus prudentes. Mais en tout cas, oui, non, c'est pas très reluisant. J'imagine mon Jean-Luc et Pierre-Olivier ainsi que notre invité Stéphane Magnin, directeur Suzuki, que les hommes qui nous écoutent actuellement doivent hurler au volant de leur voiture. Oui, alors attends, on va quand même préciser, on va quand même préciser que les femmes ont plus d'accidents que les hommes. Mais moins grave. Nous, c'est de la tôle. Voilà, c'est ça. On froisse. Ce qui fait que globalement, elles ont un petit peu plus de malus d'après donc les compagnies d'assurance, parce qu'elles froissent un peu de tôle et en plus elles le déclarent. Donc elles sont un petit peu accablées, les pauvres. En plus, elles sont honnêtes. En plus, elles sont honnêtes. Et donc, effectivement, mais vraiment, c'est vraiment un moindre mal vraiment par rapport à nous les hommes. Et je parle en plus, il y a ma femme qui est pas loin, elle entend. C'est une catastrophe. Donc les femmes sont bien vues. Les femmes sont bien vues par les carrossiers et les hommes sont bien vus par les casseurs. Voilà, en gros, pour faire simple, c'est ça, quoi. Les choses. Alors après, quand c'est très très dangereux et qu'il y a des blessés et des morts, c'est un peu moins drôle quand même. Oui, c'est pas drôle. Alors, ce qui est particulièrement injuste, c'est qu'on n'a plus le droit aujourd'hui de faire le distinguo dans les assurances entre un homme et une femme. C'est la fameuse égalité que tout le monde a voulu. Pour le coup, là, c'est préjudiciable aux femmes parce qu'elles paieraient moins cher leur assurance si on pouvait définir si c'est un homme ou une femme qui s'assure. Oui, c'est ça. C'est un jugement de la Cour de justice européenne, je crois que c'était en 2011, si ma mémoire est bonne, et qui avait donc statué que les femmes ne devaient pas être avantagées par leur sexe, donc dans le calcul des primes d'assurance. Mais c'est un petit peu, c'est à la fois juste et un petit peu injuste, puisqu'elles mériteraient effectivement de payer beaucoup moins que les hommes. Mais bon, ça c'est un autre débat. En tout cas, oui, non, c'est pas très reluisant pour nous, hélas. Stéphane Magnin, chez Suzuki, vous avez dit 60% des acheteurs de Swift sont des acheteuses. Et sur les autres modèles, ça représente quoi? Aujourd'hui, globalement, sur toute la gamme Suzuki, c'est quoi? C'est une voiture sur deux vendue à une femme? Oui, c'est ça à peu près, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que les femmes trouvent de bien chez vous? Chez Suzuki? Enfin, chez Suzuki. Oui, chez Suzuki. J'espère chez moi aussi, mais chez Suzuki. Chez Suzuki, on a un rapport qualité-prix, une technologie à prix contenu. Ça, je pense que ça plaît beaucoup. Non, puis la Swift, elle est sexy. Mais la Swift, c'est plus la seconde voiture. Donc on est encore dans un cliché, en fait. La seconde voiture. Non, mais les femmes aiment aussi beaucoup les SUV. Donc vous avez quand même une majorité de SUV. Elle décide aussi beaucoup pour le foyer. Quand on voit, c'est des couples qui viennent acheter des voitures. Et donc, je pense que ce qui est apprécié, c'est la technologie qu'on met, notamment hybride, à disposition à un prix très contenu sur l'ensemble de notre gamme, et notamment sur la Swift également, et Ignis, qui sont vraiment là, effectivement, deuxième voiture, en seconde voiture. Alors Ignis, on va préciser pour ceux qui ne sont pas des spécialistes de Suzuki, on va dire c'est un micro SUV, il est pratiquement seul sur son segment. Exactement, un SUV du segment A. Il fait du son ? Si c'est un micro SUV, il fait du son. C'est quoi un micro SUV? Ignis, c'est le feu en plus en latin, je crois. Voilà, c'est ça. Ça fait. C'est une voiture, c'est un SUV hyper compact de 3,70 m. Ah ok, c'est bien. Et pour revenir à vous, Pierre-Olivier Marie, il y a quand même des choses qui sauvent un peu les hommes dans votre enquête là? Oui, on a dit ils froissent moins de tôle. Voilà, ils frottent moins de tôle, c'est à peu près tout ce qu'on peut garder. Voilà, messieurs, j'ai bien fait de venir ce matin. Et je ne suis pas marié à Sandrine Rousseau, je précise. Mais ça tombe bien. Quelle chance. Est-ce que je peux poser juste une question à Stéphane Magnin? Oui, il faut en profiter. Il y a une voiture qui est super dans la gamme Suzuki, c'est le Jimny, mais qui était là desservi par un malus absolument horrible. Alors, est-ce qu'il va y avoir enfin un petit moteur hybride digne de ce nom? C'était exactement, Pierre-Olivier, les questions qu'on était en train de poser juste avant de prendre l'antenne. Non, mais c'est bien de la poser. Ouais. Le Jimny, c'est vrai que donc il fait partie de la gamme. Une petite Jeep, on va dire, pour ceux qui l'ont jamais vu. Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle la gamme véhicule utilitaire, puisqu'il est décliné. Vous le vendez en deux places pour éviter le malus. Exactement. Il est homologué en véhicule utilitaire. Et en fait, il a un tel succès au Japon, puisque c'est un Kicars au Japon, des voitures qu'on n'ait pas ici, un segment encore plus petit que ce qu'on a du segment A, font 3,40 m maximum. Et il est motorisé là, au Japon, avec un 660 cm3 turbo. Donc il est tellement successful, on dit, il a un tel succès qu'on a 1 an ou 2 ans de portefeuille. Et en Inde, il devait le lancer en Inde. Du coup, on fait une usine spécifique pour l'Inde. La production a commencé il y a quelques semaines.
pour l'Inde. Donc il n'est pas prévu aujourd'hui, juste pour l'Europe en fait, d'avoir une motorisation électrifiée sur ce véhicule dans les prochains mois en tout cas. En tout cas, je comprends qu'il plaise. Hein, il a une belle petite tronche. Il a une super bonne bouille. Ouais, franchement, j'aime beaucoup. C'est très agréable à conduire. C'est confortable, contrairement aux anciennes générations de Jimny qui étaient un peu raides. Moi, j'aime bien ça. Bon, merci beaucoup. On va vous souhaiter un bon week-end, Pierre-Olivier. Merci Pierre-Olivier d'avoir gâché le week-end de plein de garçons qui nous écoutent. Non, mais messieurs, courage, les gars. En fait, ça peut être aussi l'occasion de vous dire, bon, allez, ok, on est un peu trop dangereux sur la route. Si je me remettais un tout petit chouïa en cause, peut-être que ça pourrait... parce que c'est la testostérone, ça. Les hommes prennent des risques que ne prennent pas les femmes. Non, mais c'est ça. Et puis un petit côté folie qu'on préfère avoir de vous dans la vie, mais pas au volant. Ouais. Parce qu'on vous aime bien quand vous avez votre petit côté fou. Allez, à suivre vos questions 0826 300 300. Nous allons vous donner la parole également. Vous n'hésitez pas. Et il y aura évidemment toujours notre invité Stéphane Magnien, qui est le directeur activité automobile de Suzuki France. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et aujourd'hui avec un invité exceptionnel, Stéphane Magnien, qui est directeur des activités automobiles de Suzuki France. Et toutes vos questions concernant Suzuki, profitez de la présence de Stéphane au 0826 300 300 ou sur la page Facebook de Sud Radio. Stéphane, on a compris que le Jimny, c'était pas la peine d'en attendre un pour le moment. D'ailleurs, vous avez tout vendu. On est au mois de mars, vous avez tout vendu pour le restant de l'année. On a vendu notre production annuelle, oui, aujourd'hui. Super, donc voilà. Donc en 3 mois. On attendra 2 ans. Même si je suis journaliste, je peux pas en avoir un plus tôt, non? C'est pas possible. Ça va être un peu compliqué, à moins de, je sais pas, on va voir avec nos relations presse, ils en ont un peut-être à vendre d'ici quelques semaines. Bon, je plaisante. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce qu'il y a dans la gamme Suzuki aujourd'hui? Bon, la gamme Suzuki, elle est composée de 6 véhicules, on va dire VP, plus un VU véhicule utilitaire dont on vient de parler. Et la particularité de cette gamme, c'est qu'elle va de la citadine comme la Swift ou même l'Ignis qui est entre une citadine et un mini SUV. Et puis toute une gamme de SUV avec une grande particularité, qu'elle est 100% hybride. On a l'ensemble des technologies d'électrification hybride existantes sur le marché à disposition de la gamme. D'accord. Alors, et puis elle est déclinable aussi, ce qui est, je pense, très important, en 4 roues motrices. Oui, alors vous êtes... Alors il y en a qui vont hurler parce que c'est vrai que quand on parle d'hybridation, vous avez de la micro-hybridation. Donc c'est, on va dire, un alterno démarreur qui va aider un petit peu dans les relances, qui va aider le moteur thermique et qui va permettre de recharger une petite batterie quand on est en décélération, mais on ne peut pas rouler en électrique avec ce type d'hybridation. Et vous avez encore 2 autres technologies d'hybridation dans la gamme. Vous êtes aujourd'hui le seul constructeur, on laisse le Jimny de côté qui est vraiment un truc à part, qui ne vend que des voitures hybrides en fait. Oui, 100% hybride, oui, exactement. Et alors pourquoi toutes ces technos hybrides? On a l'impression que vous êtes rentré par la petite porte en disant bon ok on fait de l'hybride. Alors c'était 12 volts au départ le SHVS, aujourd'hui ça s'appelle comme ça la petite parce que je vois Laurence qui fait des grands yeux. Pourquoi il nous parle de VHS? Non, SHVS c'était le nom de cette micro-hybridation avec un alterno démarreur. Aujourd'hui c'est passé en 48 volts, donc il y a la techno 12 volts, 48 volts. Ensuite vous avez signé un accord avec Toyota, vous commercialisez des véhicules avec la techno hybride Toyota. Exactement. Et là, vous venez de développer en propre encore une autre techno. Sans oublier le plug-in hybride qu'on a sur la Cross. Que vous avez aussi en techno Toyota. En fait, sur chaque gamme, on a adopté la meilleure technologie possible. Parce que l'ennemi, c'est le poids. Et donc, comment on gagne... Il n'y a pas que pour les voitures. En électrification, comment on gagne l'idée, c'est de gagner en CO2, de moins polluer, de gagner de la consommation. Donc pour des voitures hyper légères comme la Swift ou l'Ignis, il faut préciser quand même que vous êtes un des rares constructeurs qui, quand il sort un nouveau modèle, annonce un poids plus faible que le modèle qui remplace. Exactement, c'est dans le cahier des charges. C'est comme quand nous on vieillit, on a plutôt tendance quand on monte sur la balance, alors le chiffre augmenté. Je le confirme. Et donc effectivement, on adapte ces technologies à la bonne voiture, la bonne technologie à la bonne voiture ou au bon segment. C'est ça l'idée, pour gagner et être le plus efficient possible en termes de consommation. Et pour vous, il y avait un trou entre la techno Toyota et la micro-hybridation que vous avez bouché avec cette nouvelle technologie. Expliquez-nous c'est quoi d'ailleurs cette nouvelle technologie hybride qu'on retrouve sur le Vitara là. On appelle ça auto-rechargeable parce que là, pour le coup, il y a un vrai moteur électrique et on peut rouler à l'électrique en ville notamment, sur des kilométrages de 2 à 3 km,
Donc ça, c'est un intérêt, c'est très différent. Alors, auto-rechargeable, micro-hybridation, full hybride rechargeable. C'est très compliqué. Franchement, comment vous voulez que les gens qui sont déjà un peu perdus sur quand on leur parle d'hybride arrivent à s'y retrouver? C'était plus simple quand on a passé le permis. Auto-rechargeable, vous ne croyez pas que ça brouille les cartes plutôt que de dire hybride? En fait, c'est pour... Quand je freine, elle se recharge. Ce dont on s'est aperçu, c'est que les gens confondent l'hybride et l'électrique souvent. L'électrification, c'est un peu compliqué. Une voiture hybride, ils disent la branche comment? Voilà. Donc en fait, c'est pour éviter, on l'appelle auto-rechargeable, pour bien préciser qu'en fait, on n'a pas besoin de la brancher. C'est-à-dire que quand je roule, elle se recharge. Elle se recharge en roulant plutôt à la décélération. En réalité, ça recharge la batterie, ça permet ensuite au moteur électrique de mouvoir la voiture pendant quelques kilomètres. Et ça, c'est lui qui gère en fait. C'est-à-dire que j'arrive en ville. Ça se gère tout seul, il n'y a rien à faire. En ville, à quel moment il se déclenche en électrique? C'est en fonction de ma vitesse? Voilà, base vitesse. Mais vous pouvez même marche arrière. Sur l'essai que j'ai fait moi avec le Vitara, on peut très bien être à 100 km/h ou même 110. Si on n'a pas besoin beaucoup d'énergie pour maintenir la vitesse, on peut être en 100% électrique à 100 km/h. C'est pas un problème. En vitesse stabilisée, on appelle ça. C'est drôlement bien. Hein. Voilà. Avant, il y avait un modèle qui s'appelait la Baleno dans la gamme, qui a disparu. On n'a dit pas. On a dit qu'on parlait pas de poids. Voilà, on a dit non. Ça va revenir ou pas? Parce qu'il y a une nouvelle Baleno qui va être présentée bientôt. Oui, la Baleno, c'est une voiture qui est une voiture mondiale, mais qui n'est pas prévue pour l'Europe pour l'instant. Enfin, la nouvelle génération n'a pas été prévue pour l'Europe. Elle est vendue en Inde et elle fait partie de nos accords avec Toyota. Toyota la commercialise également dans sa gamme en Inde et en Afrique. Donc les productions sont pour ces continents-là, et pas de Baleno en Europe pour l'instant. C'est dommage parce qu'elle ressemble quand même, elle pourrait rentrer dans les... en tout cas au niveau design. C'était assez zen à conduire, j'avais bien aimé. Moi, le titre de mon article, c'était la Balénothérapie. C'est joli. Voilà. Mais vous voyez, pourquoi pas chez nous? En fait, le choix a été fait de privilégier les gammes SUV en Europe, puisque c'est plus de 50% aujourd'hui des ventes en Europe, et c'est des choix industriels qui ont été faits avec l'accord de Toyota. Bon, alors vous allez nous révéler des trucs secrets juste après l'essai de la semaine. C'est ça. On va parler des futurs modèles qui vont arriver, de la nouvelle Swift. Vous aurez beau me dire non, je sais rien, vous serez obligé de parler. Et puis, quant à moi, même si j'ai pas beaucoup de voix, je serai celle des auditeurs qui nous laissent plein de questions sur la page Facebook. On vous attend d'ailleurs et vous pouvez aussi nous écrire par mail. Je participe @sudradio.fr ou directement au 0826 300 300. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Et on prend le volant également, vous le savez, sur la page YouTube de Sud Radio, sur laquelle vous retrouvez l'essai entièrement filmé de l'ami Jean-Luc qui s'est mis au volant d'une voiture, une Suzuki. Oh, c'est étonnant aujourd'hui. Quel hasard. Le Suzuki Vitara hybride. Alors c'est un modèle connu, parce que le Vitara, ça fait 30 ans qu'il existe. Alors celui-là, il n'a pas 30 ans, mais il commence quand même à dater. Il a 7 ans, il a été restylé en 2019, mais le problème, c'est qu'il a des concurrents face à lui, en l'occurrence le Renault Captur E-Tech et le Toyota Yaris Cross, qui sont, eux, tout récent. Par rapport à ces concurrents-là, c'est un SUV qui reste assez court, 4,18 m de long, mais qui propose une habitabilité correcte vu l'encombrement. Un coffre aussi, alors qui est annoncé pour 280 litres, mais que j'ai trouvé beaucoup plus grand que ça. Donc j'ai pas mesuré, mais il m'a paru plus logeable. Et puis à l'intérieur, je vous l'ai dit, un espace habitable qui est quand même assez généreux vu la taille de la voiture. Alors ce que j'aurais aimé si l'habitabilité est correcte, c'est avoir une sellerie un petit peu plus confortable. Voilà, c'est une sellerie sur le modèle que j'ai essayé qui est en cuir synthétique microfibre. Vous savez que le cuir aujourd'hui c'est mal, donc il n'y a plus de cuir sur les voitures. Cuir synthétique. Eh ouais, voilà, je veux du cuir. Le reste de l'habitacle pêche un peu aussi par ce manque de, je vais dire, souplesse, avec des plastiques qui sont encore assez rigides. Tous les constructeurs vont plutôt vers aujourd'hui vers des plastiques plus souples. Là, c'est sans doute parce que la voiture date un petit peu. La présentation est aussi datée avec des compteurs analogiques, un écran central dont le graphisme et les réactivités sont pas les premières qualités. Heureusement, il y a toutes les connexions pour mettre un smartphone. Donc, vous utiliserez votre smartphone, je pense, majoritairement. En revanche, l'équipement archi ultra complet.
Je n'ai pas trouvé de troisième adjectif, mais on aurait pu en rajouter un. Vous avez la clim, les sièges chauffants, il y a même un toit vitré panoramique ouvrant, enfin tout ça, voilà, panoramique, hein, évidemment, dans Astérix et Obélix. Mais on en a parlé tout à l'heure, le plus intéressant se trouve sous le capot. Parce qu'en plus de la motorisation hybride légère 48 volts, on demandera d'ailleurs à Stéphane Magnin pourquoi cohabitent deux motorisations hybrides différentes sous le capot de ce véhicule. Ce Vitara propose désormais une motorisation qu'on va appeler full hybride, qui est signé Suzuki. Alors c'est un moteur essence 1,5 litre 102 chevaux associé à un moteur électrique de 33 chevaux. Tout ça avec une boîte robotisée à simple embrayage. L'ensemble développe 115 chevaux. Jusqu'à présent, quand on me disait boîte robotisée simple embrayage, ça me ramenait au début de la Smart. Et quand on passait les vitesses, on avait la tête qui faisait ça, un peu comme le chien sur votre plage arrière. Faites bien, Laurence. Le chien. Le chien qui remue la tête. Moi, j'appelle ça l'effet de salut. En fait, pourquoi ? Parce que vous avez une rupture de couple au moment du passage du rapport. Sur une boîte à double embrayage, vous avez déjà la vitesse d'après qui est engagée. Donc, on n'a pas cette rupture. Et sur une boîte simple embrayage, on l'a. Et là, Suzuki a dit, tiens, on va profiter du moteur électrique pour compenser cette absence de couple au moment où la vitesse passe, donc le moteur électrique compense, et c'est vrai que ça marche bien, on n'a plus cet effet de salut, sauf si on a le pied un peu lourd sur l'accélérateur. Donc si on est un homme, selon ce qui a été dit si on veut accélérer, franchement, on aura quand même un petit à-coup, parce que le moteur électrique, il a un couple limité à 56 Nm, et quand on est haut dans les tours, le couple du moteur thermique est plus élevé, donc le moteur électrique ne sera pas suffisant pour compenser cette rupture de couple. Donc, on aura ce petit effet de salut si vraiment on accélère comme une mulasse, et si on a envie de rouler sportivement avec la voiture, on aura une certaine lenteur de la boîte de vitesse. Mais vous pouvez le compenser parce qu'il y a les palettes au volant pour passer les rapports, mais de toute façon c'est pas fait pour faire ça. Franchement, quand vous achetez un SUV hybride, c'est pas pour rouler comme Sébastien Loeb sur une route de montagne. Parce que lui il sait conduire, Sébastien. Voilà. Et quand on roule normalement, ça le fait bien. Ça le fait bien parce que les 115 chevaux sont suffisants. Et ils sont suffisants pourquoi ? Alors moi j'avais une version 2 roues motrices qui est encore plus légère, qui fait 1270 kg, et pour un SUV de cette catégorie c'est plutôt léger. Donc ça veut dire que la puissance elle est suffisante pour rouler. Alors normalement c'est pas des chronos qui déchirent, 0 à 100 12 secondes 7, on n'est pas sur les voitures électriques qui font 0 à 100 4 secondes. Voilà. Mais c'est largement suffisant. En plus, le châssis est plutôt équilibré. Il se prête bien même à une conduite dynamique. Il n'y a pas de sous-virage. Donc moi, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Et l'intérêt avec cette hybridation et une voiture pas très lourde, c'est qu'on arrive à des consommations qui sont très intéressantes. Moi, en faisant de l'autoroute, en faisant de la petite route, en taquinant un peu la voiture, j'ai fait une moyenne de 5,7 litres au 100 pendant l'essai. Donc c'est plutôt pas mal. Tout ça pour un tarif qui reste assez serré comme la plupart de toutes les Suzuki. Mon modèle qui était la finition style haut de gamme s'affiche à 29 840 €, mais ça démarre à 27 890 €, alors que tous les concurrents sont au-dessus de 30 000 €, donc c'est un peu plus accessible. Et surtout, ce Vitara, il a un avantage, c'est qu'il est disponible avec une vraie traction intégrale. Donc si vous habitez à la montagne, vous pouvez avoir 4 roues motrices permanente. Pourquoi je dis permanente ? Parce que par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé du Yaris Cross. Il a une transmission arrière électrique et c'est pas tout à fait la même chose. Si vous voulez vraiment rouler en tout terrain, ça sera plus un Vitara qu'il vous faudra. Réaction de notre invité, c'est pour ça qu'on parle de Suzuki aujourd'hui, Stéphane Magnin, directeur activité automobile Suzuki. Il va demander un siège plus mou déjà. Il y aura réaction à l'essai de notre un nouveau Vitara qui va arriver, on est d'accord. En fait, en 30 secondes. Voilà, le cycle de vie du Vitara a été un peu allongé, un peu rallongé pour ce que vous disiez. En tout cas, il est encore dans l'air du temps en termes de plaisir de conduite. Oui, complètement. Ouais. Et surtout, on a décidé, pour contenir le prix, d'adopter des nouvelles technologies sur ce modèle-là. Et ces nouvelles technologies pour effectivement avoir... C'est la philosophie Suzuki, les nouvelles technologies au prix les plus contenus possible. C'est pour ça qu'on arrive aussi à un prix tout à fait raisonnable, autour de moins de 30 000 € en tout cas, et avec une promotion en ce moment, on est autour des 25 000 €. Est-ce que c'est aussi pour ça que ce que tu pointais un peu du doigt sur les plastiques, etc. Oui, en fait c'est un véhicule qui il a 7 ans maintenant, donc c'est vrai que l'automobile évolue de plus en plus vite. Aujourd'hui on renouvelle un modèle tous les 4 ans pratiquement. Et bien voilà, et vous retrouvez, je vous le rappelle, l'essai en vidéo de la Suzuki Vitara hybride de notre ami Jean-Luc sur la page YouTube de Sud Radio.
Back to Car, première marque de pièces issues de l'économie circulaire, présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et toujours avec notre invité Stéphane Magnien, directeur activité automobile de Suzuki France. On parle d'environnement et on accueille tout de suite Alexis Landrieux, qui est gérant de Biomotors. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour à vous tous, merci de m'accueillir. Alors la question qui fâche... La question qui fâche pour Stéphane Magnien, pourquoi est-ce que Suzuki tourne le dos au super éthanol E85? Alors aujourd'hui, c'est pas compliqué, hein. Moi, dans les questions que je reçois, il y en a 9 sur 10 qui parlent de super éthanol simplement parce qu'on est à 87 centimes en moyenne, alors que les prix de l'essence et du gasoil ont dépassé les 2 euros et à certains endroits même très largement. Donc les gens lorgnent évidemment quand ils vont à la pompe, ils voient il y a un mec qui fait le plein, en l'occurrence par exemple moi, je fais le plein en éthanol, j'ai le sourire, et tous les autres ils font la tête, donc ils se disent bon, comment je fais pour mettre de l'éthanol dans ma voiture? Ford, qui vend une gamme première monte éthanol, est à 98% des ventes sur l'éthanol, d'où ma question, pourquoi est-ce que Suzuki est toujours réfractaire à l'éthanol? Alors réfractaire en première monte, vous allez nous dire pourquoi, et même en deuxième monte, puisqu'il y a une circulaire qui était passée dans le réseau, on va en parler avec Alexis Landrieux, je crois qu'il l'a potassé un petit peu, qui déconseillait aux gens de monter des boîtiers sur les Suzuki. Alors en première monte déjà, c'est quoi? C'est les Japonais qui disent niet. Je rappelle que ici, c'est Sud Radio, parlons vrai. Oui, tout à fait. Non, mais des moteurs fonctionnant à l'éthanol existent dans la gamme Suzuki, mais en Amérique du Sud, notamment, puisque c'est les pays qui fabriquent énormément d'éthanol, ce qui implique qu'il y ait des pièces spécifiques qui ont été montées en usine. Pourquoi vous ne les importez pas c'est pas du tout prévu pour l'Europe. L'Europe, c'est l'électrification, ce qu'on a dit, hybride, etc. Et donc, c'est strictement interdit en première monte, on va dire. Donc les Japonais vous disent l'éthanol en Europe, non. L'éthanol en Europe, non. Aucune chance. Et donc... je veux dire, pas rebond forcément. Quand on le met en deuxième monte, nous, on ne peut plus assurer la garantie des voitures et la fiabilité des voitures. Alexis Landrieux, vous avez équipé, j'imagine, des Suzuki déjà avec des boîtiers éthanol. Tout à fait, puisque on le disait tout à l'heure, Suzuki est une marque que j'affectionne, mais en plus qui est très répandue et on a l'avantage du boîtier, c'est qu'on a justement un interlocuteur qui est Biomotors par exemple aujourd'hui pour les consommateurs, et on suit les stats de service après-vente, et effectivement Suzuki se place extrêmement bas dans nos stats de suivi après-vente. C'est vrai que donc pour être clair, il n'y a pas de panne avec les moteurs Suzuki qui sont équipés? Absolument pas, ça fait 10 ans aujourd'hui qu'on existe et plus de 200 000 véhicules équipés. Sur ces 200 000 véhicules équipés, il y a évidemment des Suzuki, il y avait même des concessionnaires, Suzuki qui installaient nos produits, et ils ont évidemment reçu une circulaire assez ils se sont fait remonter les bretelles. cinglante, et qui, je trouve ça dommage, parce que rappelons-le, l'arrêté ministériel qui encadre notre métier permet notamment d'avoir un interlocuteur. Pour finir, pour parler vrai, n'oublions pas qu'avec un carburant 3 fois moins cher, de toute façon, les utilisateurs mettent de l'éthanol. Ils mettent même sans boîtier. Personne ne peut leur empêcher de le mettre dans la voiture. Et ce qui est d'autant plus personne dommage, si, parce qu'ils sont plus. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont plus assurés. Et alors, ils ont plus de garantie. Ils sont plus assurés non plus, parce que le code de la route précise bien qu'on doit mettre le carburant pour lequel le véhicule a été homologué. Point. Bien sûr, mais là, je pense qu'on est maintenant sur une nécessité. Par exemple, regardez à la fin du mois comment ça va se passer pour pouvoir faire le plein avec un carburant à 2,50 €. Là, on en arrive en fait à un stade où il n'y a pas le choix. Et ce que je trouve regrettable, c'est qu'on est là pour, en tant qu'interlocuteur, et Suzuki pourrait tout à fait s'adresser à nous, et on pourrait échanger et protéger et rassurer le consommateur et faire le nécessaire. Or là, aujourd'hui, évidemment, on peut se retrouver avec des Suzuki qui circulent, et là avec un véritable risque, je l'entends, sans équipement, sans rien, parce qu'il n'y a pas le choix. Pour aller dans le sens de notre Alexis Landrieux, j'ai un ami qui m'a envoyé une photo hier d'une station que je ne nommerai pas, verte. L'Ultimate SP98 est à 2,41, pratiquement 2,42,9. Ultimate Diesel 2,42,9. C'est-à-dire que les 2,50, c'est pas dans la fin du mois, quoi. Hier, j'ai fait le plein avec une station effectivement à 2,30 € le gasoil, et moi je faisais le plein éthanol à 80 centimes. C'est plus d'1,70 € d'écart au litre, donc ne se voilons pas la face. Aujourd'hui, il y a des Suzuki qui vont utiliser de l'éthanol, et je trouve regrettable, étant donné qu'on a une garantie, nous, qui est légale et obligatoire, puisque l'arrêté nous oblige en tant que fabricant à assurer toute usure prématurée qui serait liée à l'installation du boîtier ou à son équipement. Donc depuis 10 ans, on assume
cette responsabilité. Donc c'est d'autant plus dommage, effectivement, ce type de note que je regrette, évidemment, parce que on lit, il est inconcevable d'utiliser un carburant E85 dans une Suzuki. C'est d'autant plus dommage parce qu'en fait, ça se fait. Et autant qu'il y ait un interlocuteur, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger ensemble avec M. Magna. Vous pourriez assouplir un peu, Stéphane, votre position? Directeur C'est Suzuki. pas la mienne. Hein. Oui, c'est la position des Japonais, mais est-ce que Suzuki France de la production du Japon. Mais pourquoi? Et je pense que on va en rediscuter, mais à mon avis, c'est très mal emmanché, comme on dit. Voilà. Pourquoi ils refusent? Pourquoi ils ne veulent pas? Quelle est leur position? Ils ont peut-être une bonne explication. Je sais pas, peut-être. Enfin, je pense que. Non, les Japonais sont assez. Alors, il va pas dire Stéphane parce que c'est ses patrons, mais ils sont. On va dire précautionneux pour pas dire un mot qui serait voilà, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de tester, retester pour s'assurer de la fiabilité absolue. D'accord. Ils aiment pas se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est pas des gens qui ne connaissent pas. Voilà, et qui connaissent pas et qu'on ne maîtrise pas. Et en fait, on a fait notre image sur la fiabilité. Ouais. Et on a toujours peur d'avoir un problème qui passe dans la presse, etc. et qui tuerait cette image réelle. De fiabilité. De fiabilité. Ouais. Cela dit, la fiabilité, vous l'aviez écornée à l'époque avec les moteurs diesel Fiat. Hein, on y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je peux juste apporter, pour conclure. Comme précision, simplement, pour conclure, c'est qu'effectivement, on est prêt à échanger puisqu'on pratique pour le respect du cahier des charges des constructeurs certains bancs d'essai moteurs avec le cahier des charges qui est de 300 000 km de durabilité. Et aujourd'hui, les résultats sont bons pour, en tous les cas, les constructeurs qui ont voulu savoir ce qu'il en était exactement de la durabilité avec le bioéthanol. Donc, je me tiens à disposition de M. Magna. Pour conclure, il y a Stéphane sur la page Facebook qui nous dit, pour optimiser, faites éthanol hybride, carton assuré. Ouais, exactement. C'est ce que fait Merci à Stéphane. Bon, on va continuer à poser des questions puisque c'est notre émission. Évidemment, à notre invité spécial ce matin, Stéphane Magnin, qui est le directeur activité Suzuki Automobile et qui est avec nous jusqu'à 13h30. Comme vous n'hésitez pas à composer le 0826 300 300 si vous voulez poser vos questions en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous êtes nombreux à nous poser vos questions, soit par téléphone, évidemment à partir de 13h, vous aurez la parole au 0826 300 300 et vous pourrez venir intervenir en direct. Et puis vous êtes nombreux et régulièrement, on vous en remercie, à nous écrire sur la boîte mail jeparticipe@sudradio.fr. Nous avions annoncé précédemment la venue de Stéphane Magnin, qui est donc le directeur activité auto de Suzuki. Et mon ami Jean-Luc, tu as reçu plein de questions. Enfin, oui, j'ai plein de questions. Alors, en particulier, j'ai eu plusieurs fois la même question. La nouvelle Swift, elle est dans le tuyau. Hein, on est d'accord, hein, Stéphane. Non, parce que il y a la politique du japonais. Tant que c'est pas arrivé, ça n'existe pas. Mais la Swift va être remplacée, on va dire, à horizon d'1 an, c'est ça? Non, il est prévu qu'elle soit remplacée à horizon, d'ici 2024. Ah, 2 ans. 2 ans. Plus les 6 mois de décalage de la commande. Non, mais c'est très. En ce moment, vous savez que la crise des semi-conducteurs, l'ingénierie est en permanence en train de changer les plans et les modifier au gré des demandes de l'électrification et de. Tiens, voilà, ça c'est la question d'après. Suzuki est un des rares constructeurs à pas avoir du tout de modèle électrique dans sa gamme. C'est une volonté ou ça va être changé? C'est une volonté. Non, c'est pas une volonté, mais on est déjà passé. On a été pionnier de l'électrification. Là, on attend un peu en fait. Et d'ici 2025, il y aura 2 modèles full électrique. Justement pour avoir toujours cette même philosophie, proposer des véhicules full électriques au prix le plus contenu possible. On attendait un peu la maturité du marché. D'accord. C'est des véhicules que vous développerez avec Toyota ou c'est un développement propre? C'est pas encore très défini. Parce que j'ai lu bien le petit sourire. Le petit sourire Stéphane Magnin. C'est pas complètement défini, mais bon. Oui, parce qu'on c'est encore en discussion. Les Japonais auront été finalement les derniers grands constructeur arrivé sur le marché de l'électrique. Toyota, qui est le premier constructeur mondial, ne va présenter seulement maintenant son premier modèle électrique, alors que tout le monde y est parti depuis un moment. Suzuki en a toujours pas. Bon, il y a Nissan, mais c'est un peu particulier parce que c'est le groupe Renault. Par contre, ils peuvent faire fort, parce que Toyota a été le premier à sortir des petites voitures, ils cartonnent. Ils peuvent faire très fort, c'est-à-dire prendre leur temps d'arriver et exploser le marché en arrivant. Oui, alors parfois ils prennent des risques. On va parler de Toyota, excusez-moi.
excusez-nous Stéphane, mais vous utilisez en même temps vous utilisez leur technologie. Mais quand ils ont lancé la première Prius, c'était un pari absolument incroyable. Faire une voiture hybride. Et ça a marché. Oui, ça a marché. Et souvenez-vous, à l'époque, tous les constructeurs disaient c'est n'importe quoi, c'est du greenwashing, ça marchera jamais. Bon, je crois qu'aujourd'hui, les hybrides en France, en tout cas en vente, ont dépassé les diesels et vont petit à petit grignoter des parts sur les modèles essence. Vous avez arrêté le diesel il y a combien d'années d'ailleurs chez Suzuki ? On a décidé en 2018. On a annoncé au Mondial de l'auto de 2018. On a été un des premiers constructeurs. Pour deux raisons. C'est qu'un, on vend beaucoup à particuliers, avec des gens qui faisaient peu de kilomètres finalement. On n'avait pas une gamme à l'époque vraiment dédiée aux flottes. Donc les flottes sont plus friands de diesel. Et puis c'était déjà anticiper l'électrification. Et d'ailleurs, dès l'année d'après, on a électrifié au fur et à mesure l'ensemble de la gamme. Il faut peut-être dire aussi que vous ne faisiez pas de moteur diesel, vous les achetiez. On n'a jamais. Alors, il y a eu du Renault, il y a eu du Fiat. Vous n'avez jamais fait de moteur. C'était beaucoup avec Fiat les derniers temps. Hein, c'était les moteurs Fiat. On n'a jamais été un motoriste diesel dans le monde, puisque au Japon, ça n'existait pas. En Asie, il y avait très peu de demandes. Et donc, on le les faisait que pour l'Europe, toujours en partenariat. Ça a été beaucoup avec General Motors, puis Fiat ensuite. Vous vous souvenez du premier modèle Suzuki vendu en France ? Oui, je pense que c'était le SJ, on en parlait tout à l'heure, 410 de mémoire. Ouais. Eh ben, on va parler pneus et on va parler alors, SJ. Juste avant, j'ai une question de Didier, toujours dans les questions Suzuki, sur la page Facebook de Sud Radio. Didier qui demande le wagon va-t-il être remplacé ? Le wagonnaire. Le wagonnaire. On peut dire que l'Ignis est un peu le successeur ou la successeur du wagonnaire. On était dans les monospaces, c'était plus la mode. Ouais. Voilà, c'était un mini monospace. Là, on est dans un mini SUV. C'est un peu la même philosophie. Ouais. Voilà, Didier, vous avez votre réponse. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Et on accueille Dominique Stemfel, qui est président du syndicat des professionnels du pneu. Bonjour Dominique. Bonjour à tous, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, bonjour Stéphane. Oui. Bonjour. Alors Dominique, ça va être Rétromobile la semaine prochaine, on va déjà parler un petit peu pneus collection, et puis comme on est avec le patron de Suzuki, on va parler du premier modèle Suzuki. Alors on vient de savoir que c'était le SJ 410. Est-ce qu'il en roule encore beaucoup, Stéphane, des SJ 410, vous le savez ou pas ? Non, c'est très difficile à savoir. Parce que c'est hyper fiable. Alors ça, c'est moi qui le dis, donc c'est pas vous. Moi je peux vous dire, c'est hyper fiable, et c'est vrai que dans les zones montagneuses, on en voit encore circuler. Oui, on en voit quelques-uns, les gens les gardent en collection, on va dire. Et puis, c'est des véhicules qui font relativement peu de kilomètres. Il y en a beaucoup aussi sur la Côte d'Azur, c'est des voitures qu'on laisse dans les maisons de campagne ou pour aller à la plage et faire des petits... Alors pour ceux qui se demanderaient ce que c'était que le SJ 410, c'est l'ancêtre du Samouraï. Oui. Voilà. Et alors... Question cette fois à Dominique Stemfel. Dominique, est-ce qu'on peut équiper alors ce Samouraï, on va l'appeler comme ça va être plus simple. Il y en a plein là. Ouais, il y en a plein. Ouais. Ça a 30 ans. On trouve encore des pneus pour équiper ces voitures-là. Alors effectivement, le J410, c'est quand même un véhicule très très particulier. C'est un véhicule qui rend beaucoup de services, alors soit effectivement en 4e, 5e, 6e voiture dans les maisons de campagne, soit Autriche, dans les avoir 6 voitures et une maison de campagne. soit dans les fermes. Où ces véhicules rendent des services au quotidien, et on peut effectivement les équiper sans difficulté. C'est une dimension qui est classique et assez facilement trouvable. D'ailleurs avec différents profils, puisque pour des usages très hors route, il faut bénéficier de profils très crantés, très spécifiques. Alors on peut équiper sur le marché. Ouais. On peut équiper toutes les vieilles voitures aujourd'hui en pneumatique. Alors quasiment. Les manufacturiers ont reconstitué des gammes importantes pour équiper les vieilles voitures, et on peut équiper à peu près tout de 1900 à aujourd'hui, de 1920 plutôt à aujourd'hui, sachant même que les manufacturiers petit à petit complètent leur gamme de façon à pouvoir rééquiper ce qui n'était pas possible de le faire. Dominique, les manufacturiers, c'est qui ? Parce que tout le monde ne refabrique pas des pneus pour les voitures anciennes. Non, alors il y a deux types de manufacturiers. Il y a des manufacturiers avec une très forte image historique qui ont relancé une offre collection.
considérant comme les constructeurs d'ailleurs que c'était important de préserver et de promouvoir leur patrimoine. Donc on peut citer Michelin qui bénéficie de l'offre la plus large, mais aussi Dunlop, Pirelli, également Vredestein. Et puis il y a également quelques manufacturiers exotiques qui refabriquent certaines dimensions. Bon alors, est-ce qu'il y a des pneus difficiles à trouver? Par exemple, moi pour faire rouler mes Bugatti anciennes, que j'ai abondamment, hein, ma Bugatti Royale qui est stationnée à la maison, bon, pas facile à garer, ça fait plus de 6 mètres de long, mais est-ce que je peux trouver des pneus pour ces véhicules-là? Oui, alors les manufacturiers aussi essayent de compléter petit à petit les trous qu'il peut y avoir dans les gammes. Mais concernant Bugatti, alors c'est vraiment très particulier. Ça m'intéresse. Oui. En fait, il y avait un collectionneur compulsif de Bugatti qui pouvait plus faire rouler ses autos. Et comme les manufacturiers fabriquaient pas les pneus, il a décidé de les fabriquer lui-même. Et donc, on trouve ces pneus sous la marque Blockley. Donc aujourd'hui, effectivement, on peut équiper des... Ah oui, j'ai un ami qui a une Riley de course de 1926 et il est équipé avec ses pneus Blockley là. Voilà, donc... alors, dans les Youngtimer, il y a des trucs aussi qui étaient introuvables. Alors Youngtimer, c'est généralement relativement facile puisque c'est des véhicules qui étaient sur le marché de manière relativement récente, et il y en a même encore un certain nombre qui roulent. Oui, il y avait effectivement une anecdote, c'était la R5 GT Turbo, en tout cas la version 2, qui disposait d'un équipement très très particulier. C'était le seul véhicule qui avait cette dimension, hein, c'est du 195/55/13, et il était impossible de le rééquiper. Donc en fait, pour faire rouler les voitures, les collectionneurs faisaient des équipements approximatifs. Alors il faut savoir que même sur les voitures anciennes, si les équipements correspondent pas à l'équipement d'origine, c'est hors la loi. Et fort heureusement, Michelin a décidé de refabriquer cette référence. Donc en fait, les voitures peuvent rouler en toute sécurité et en toute légalité aujourd'hui. Il y a une différence entre un pneu moderne, parce que vous disiez ils équipaient avec des pneus différents, mais il y a une différence entre un pneu collection et un pneu moderne? Alors, les manufacturiers essayent de répondre au mieux aux souhaits des collectionneurs et les puristes en particulier, en fabriquant des pneumatiques, soit avec des dessins similaires aux dessins d'origine, soit avec des dessins approchants. C'est ce qui est apprécié par les collectionneurs. Maintenant, il y a effectivement des dérives, en particulier sur les manufacturiers exotiques qui fabriquent pas exactement les mêmes pneus. Maintenant, on parle de dessin, il faut aussi parler de technologie de carcasse. Sachant que on fabrique pas un pneu pour une voiture de collection comme on fabrique un pneu moderne, puisqu'en fait il faut que le pneu soit adapté au comportement du véhicule. Alors si on a un pneu qui a trop d'adhérence sur un véhicule ancien, on risque de déformer le châssis. On peut même arriver à la rupture du châssis. Donc en fait, il faut faire très très attention à la qualité de l'équipement qu'on monte sur une voiture très ancienne. D'accord. Dernière question vite, ça coûte cher un pneu de collection? Alors, ça dépend du véhicule qu'on équipe. Hein. Sur une 2 chevaux avec un pneumatique asiatique, on est aux alentours de 50 €. Maintenant, si on est sur des pneus très 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 sophistiqués, avec des dimensions importantes, on peut arriver à 600 ou 700 €. Allez. Merci Dominique. Merci beaucoup. Vous nous rappellerez en 10 fois, l'ami Jean-Luc, je ne mange pas le temps quand mon ami Bastien, réalisateur, me dit que c'est terminé. C'est inadmissible. Hein. C'est inadmissible, dit-il. Non, je rigole. Merci beaucoup Dominique. Passez un bon week-end. Allez, à suivre l'info et on continue. On vous donne la parole 0826 300 300. Sud Radio, on parle auto. Parlons pneus, parlons bien. Avec le syndicat des professionnels du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route. Roule, le club automobile ouvert à tous présente. Sud Radio, on parle auto. Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et vous le savez, c'est une émission spéciale jusqu'à 13h30 puisque nous avons la chance, le plaisir de recevoir Stéphane Magnien qui est le directeur, je parle bien des activités auto à Suzuki. On ne parle pas de moto ce matin parce qu'il y a des questions moto qui sont arrivées. Et puis c'est le moment où l'on vous donne la parole, 0826 300 300. On parlera bien évidemment de voitures de collection dans notre rendez-vous dans quelques minutes. Et tout de suite, c'est Marc que l'on accueille. Bonjour Marc. Bonjour Marc. Bonjour messieurs, dames. Merci merci de nous appeler déjà et on vous écoute. Eh bien écoutez, là je vous ai appelé justement pour parler un petit peu des voitures hybrides là. La plupart des concessionnaires ils font des voitures hybrides essence et donc rechargeables. Il y en a qui les font toutes électriques, mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui
les gens qui font les automobiles ne font pas une voiture qui se recharge automatiquement toute seule. Puisque déjà, il y a les hybrides qui se rechargent toutes seules. Marc nous appelle de Bordeaux, on écoute Sud Radio sur le 106. On aimerait bien inventer le mouvement perpétuel, c'est ça votre question, Marc. Hein. À un moment, il faut de l'énergie, donc de toute façon, vous savez, on voit assez souvent alors je vais dire des illuminés qui nous proposent des solutions en disant oui, mais si je mets une hélice, une éolienne sur ma voiture, je vais pouvoir générer du courant, donc quand la voiture avance, oui mais non. Pourquoi ? Parce que pour faire avancer la voiture, il faut de l'énergie. Et cette énergie sert à faire tourner l'éolienne. Et puis, vous avez des pertes par frottement un petit peu partout. Donc, de toute façon, l'éolienne générera... Soit votre voiture sera arrêtée, soit elle avancera, mais il vous faudra un moment... Vous avez forcément un déficit d'énergie. Ça n'existe pas, le mouvement perpétuel. Et donc, quand vous posez votre question en demandant pourquoi il n'y a pas des voitures qui s'auto-rechargent, elles s'auto-rechargent déjà. Parce que quand vous êtes avec un véhicule hybride ou hybride rechargeable ou électrique, quand vous êtes en décélération, d'habitude, vous perdez cette énergie parce que vous la perdez dans les freins. Vous allez freiner, c'est un système mécanique, des plaquettes qui vont frotter sur des disques. Donc on transforme cette énergie cinétique en chaleur et c'est de l'énergie perdue. Donc l'intérêt des véhicules hybrides, c'est que cette énergie-là, on la récupère parce que le moteur électrique en décélération se transforme en générateur, donc il va ralentir la voiture, et en ralentissant la voiture, il va fabriquer du courant électrique qui va recharger la batterie, et ça sera ensuite utilisé lors des accélérations. C'est ce qui permet aux hybrides de consommer moins. Et c'est pour ça que Suzuki dit on a un véhicule hybride auto-rechargeable. Et c'est vrai que là, tout le monde est un petit peu perdu. Hein. Ouais, c'est vrai parce que moi j'ai loué une fois une voiture hybride là. Je ne savais pas si je roulais à l'hybride ou à l'essence. Finalement, j'ai mis plus d'essence que sur une autre voiture. Ah ouais, parce que vous avez le pied un peu lourd, c'est pour ça. Il faut anticiper. Avec les véhicules hybrides, il faut anticiper. Si vous freinez au dernier moment, vous perdez tout avantage de l'hybride puisque vous allez utiliser les freinages mécaniques. Donc il faut bien anticiper dans les décélérations. Eh bien voici, Marc, on a répondu à votre question ? Merci, absolument, il n'y a pas de problème. Je vous remercie de votre émission. Et passez un super week-end du côté de Bordeaux. Tout de suite, une question également que nous avons reçue sur jeparticipe@sudradio.fr. Le standard vient juste de nous le passer. La semaine dernière, c'est Paul qui vous pose cette question, Jean-Luc de Montpellier. La semaine dernière, Monsieur Moreau a dit que tous les véhicules au bioéthanol étaient homologués. Il a appelé Biomotors. Ils lui disent que non. Quand est-ce que tout sera homologué pour de bon ? Non, j'ai pas dit que tous les véhicules étaient homologués. Voilà. Évidemment, donc Paul, il y a vous plein de avez véhicules mal écouté. Non, il y a plein de véhicules qui sont pas homologués. J'ai même précisé que certains véhicules avec des systèmes d'injection piézoélectrique pour le moment, ne pouvaient pas être équipés de boîtiers, donc ne pouvaient pas être homologués, puisque je vais repréciser que ne peut être homologué pour rouler à l'éthanol qu'un véhicule qui est proposé par le constructeur en flex-fuel d'origine, ou alors équipé d'un boîtier homologué. Ensuite, on modifie la carte grise. Donc, mais tous les véhicules ne peuvent pas être équipés à l'éthanol. Et puis il y a des véhicules même qui supportent pas bien l'éthanol. Alors pas les Suzuki, malheureusement. Bon, on a compris. On va essayer de cuisiner Stéphane pendant le reste de l'émission pour qu'il nous dise, pour qu'il accepte un peu de lâcher du lest sur ça. Bon, non, voilà. Combien ça me coûterait ? 2. De vous faire dire que oui, finalement, on va laisser le réseau installer. Ça me coûterait peut-être ma place à moi. Bon, ben voilà, pour notre moment de questions, vous n'hésitez pas, vous revenez régulièrement, soit vous nous envoyez un mail sur jeparticipe@sudradio.fr. Sur l'objet du mail, vous mettez bien On parle auto et vous mettez bien vos coordonnées comme ça, ou le standard ou même l'ami Jean-Luc vous rappellera pour vous faire intervenir dans l'émission. Et puis tout de suite, on va partir du côté de Rétromobile. Oui, qui va ouvrir ses portes à partir de mercredi. Alors c'est matin. CETEC, leader mondial de la charge batterie, présente Sud Radio, on parle auto, Classic Cars. On rigole parce qu'il faut qu'on explique comme on est sur la page Facebook de Sud Radio en visio. Les gens doivent se demander ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, en face de moi, j'ai Bastien, notre réalisateur. Et quand des fois, on ne respecte pas ses timings, il me fait des grands gestes. Oui, alors moi, je ne le vois pas parce qu'il est dans mon dos. C'est ça. Triste après, c'est n'importe quoi. Comme ça, tout le monde sait ce qui se passe dans cette maison. Allez, on part ça fait un peu pièce de théâtre. J'adore. On est avec Rétromobile et surtout notre ami Jean-Sébastien Guichawa, directeur de Rétromobile. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. Bon, enfin Rétromobile.
Allez, enfin Rétromobile. Ça fait 2 ans qu'on attendait ça. Hein. Ouais, parce que annulé en 2021, reporté en 2022. Donc là, c'est quoi les dates précises? Ça commence du 16, donc mercredi, au 20 mars, au dimanche. D'accord. Bon, Paris, porte de Versailles, ça change pas. Par contre, c'est plus au même endroit. Si vous allez au hall 1, vous allez trouver le salon de la lingerie ou je sais pas quoi, mais pas Rétromobile. Non, ce sera pas Rétromobile. Donc là, on avait une fenêtre d'ouverture en mars, et donc ça aura lieu dans les halls 7.2 et 7.3. D'accord. C'est quoi les grands événements? Alors, je vais donner le premier, c'est les 50 ans de la R5. Hein, ça parle à tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre de prévu comme programme? Alors, on a différentes animations qui sont vraiment la richesse de Rétromobile. On va mettre en avant Gordini, donc une marque française sportive absolument incroyable, avec une dizaine de véhicules qui retracent toute la rétrospective de la marque. Qui a fait de la Formule 1, Gordini, d'ailleurs. Qui a fait de la Formule 1, tout à fait. C'est des voitures qui viennent pour la plupart, je crois, du musée Schlumpf à Mulhouse, c'est ça? Oui, tout à fait. Le musée Schlumpf qui nous a prêté donc des barquettes des années 30 et également donc la dernière qu'on présentera, c'est la Renault 12 Gordini de 1972 et avec la fameuse aussi R8 Gordini. La R8 Gordini, oui, avec ces voitures bleues avec les petites bandes blanches. Voilà, exactement. Donc il y aura Gordini, également on met en avant la gendarmerie nationale. Qui montent vers leur porte, les portes de leur réserve. Donc il y aura une dizaine de véhicules. Alors il y a des véhicules de la brigade rapide d'intervention. Les Alpina 110, j'imagine. Alpina 110, Alpina 310, Matra Jet. Mais également on aura, alors Rétromobile, c'est pas que des voitures, on aura aussi des hélicoptères sur le stand de la gendarmerie. Un hélicoptère Alouette de 1953. On aura une motoneige Yamaha qui a fait les Jeux Olympiques d'Albertville et également de la moto. Donc ce sera vraiment en partenariat avec le musée de la Gendarmerie nationale et ce sera une exposition, je pense, assez spectaculaire. Bon, alors vous avez vu la conjoncture aussi, il y a des chars. Oh non. Avec une démonstration en plus. Non, mais c'est vrai. Dynamique. C'était pensé avant. Non, ça fait 2 ans que c'est en attente, c'était pensé avant, mais c'est vrai que là, pour le coup, ça résonne différemment. Oui, c'est vrai. C'est un partenariat que nous avons avec le musée de Saumur, qui est l'un des plus grands musées du monde, le musée des blindés. Vous ne pouvez pas faire aussi un partenariat avec les vins de Saumur? Non, pardon. Non, mais ce char-là, on le ramène 45 tonnes. Donc voilà, c'est aussi une prouesse logistique de pouvoir ramener ce type de véhicule. Alors ça, c'est pas celui qui est en démonstration à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a un char Panther, c'est ça, de 45 tonnes. Voilà, de 45 tonnes. Et comment vous faites pour le monter? Parce que là vous êtes dans les halls 7.2 et 7.3, c'est bien ça? Tout à fait. Donc c'est en étage. Un étage. Et ça passe un engin de 45 tonnes sur le plancher de l'étage? C'est un parcours spécifique qu'on travaille effectivement avec les équipes de Viparis, les propriétaires des lieux, parce qu'il y a une certaine résistance au sol. Et donc, il faut faire très attention pour pas qu'ils descendent de 2-3 étages en même temps. Oui, non, mais c'est le cas de plusieurs véhicules. Il y a ce véhicule-là, il y a un véhicule aussi qui sera très lourd, c'est le fardier de Cugnot. Ah oui, la première voiture du monde, première automobile, on va appeler ça comme ça, du monde. Sans traction animale du monde. Donc en France, 1769 par Joseph Fardier-Cugnot. Et donc ce véhicule sera sur Rétromobile et sera d'ailleurs proposé aux visiteurs en version dynamique 1 fois par jour. Vous allez le faire rouler? On va le faire rouler, oui, tout à fait. C'est un véhicule à vapeur qui va rouler pour le plus grand plaisir des visiteurs. À vapeur, ça va plaire à Anne Hidalgo, ça, non? On parle juste des motorisations. Oui, alors... qu'est-ce que on pourra voir d'autre? Alors moi, il y a un truc qui m'intéresse particulièrement. Vous allez nous expliquer un petit peu la genèse de la chose. J'ai rêvé étant gamin d'une Lamborghini Countach, et là, Lamborghini a refabriqué la toute première Countach. Alors c'est exprès pour vous ou c'était dans le tuyau avant? Enfin, comment ça s'est passé? C'était dans le tuyau avant. C'est la LP500. Donc c'est une reconstitution de la Lamborghini Countach. Et donc c'est un partenariat qu'on a avec Lamborghini Storico depuis quelques années. Donc ils viennent de manière régulière et donc ils ont un département spécifique historique pour travailler sur toutes les Lamborghini historiques et donc on aura le plaisir de voir ce véhicule absolument exceptionnel, la reconstitution de la Countach qui avait été présentée au Salon de Paris dans les années 60.
Bon, bah super. On parle moto aussi, parce qu'il y a plein de choses sur le stand de la Fédération française. Oui, mais on va en reparler la semaine prochaine, puisque toute l'émission la semaine prochaine sera consacrée à Rétromobile. Ça serait cool on aura bien évidemment encore Jean-Sébastien avec nous la semaine prochaine. On parlera de l'anniversaire de la R5 vraiment en détail la semaine prochaine. Juste, ça coûte combien et c'est quoi les horaires, c'est pratico-pratique. Oui. Alors les horaires, c'est 10h, 19h. Il y a 2 nocturnes. Le mercredi et le vendredi, vous pouvez rester dans les allées de Rétromobile jusqu'à 22h. Et donc, c'est 20 € en ligne. Donc, je vous invite à vous connecter sur le site www.retromobile.fr pour prendre vos places. Et également, je précise qu'il y a une soirée avant-première. Vous pouvez prendre vos places. Mardi. Le mardi c'est soir, 50 €. Entre 19h, voilà, c'est entre 19h et 22h. Alors moi, j'y serai mardi, tiens. Moi aussi. Voilà. On y va ensemble. Mardi, on y va ensemble. Je rêverais qu'on aille faire l'émission en direct de là-bas. On va demander. On va demander. Jean-Sébastien, on va demander. Vous avez mon autorisation. Merci beaucoup. C'est un rêve, des fois les rêves sont faits pour être réalisés. J'adorerais. Allez, dans quelques instants, on va reposer des questions à notre invité. Oui, on a 2-3 questions un petit peu pièges à poser. Stéphane Magnien, qui est le directeur activité automobile de chez Suzuki. Et puis on conclura avec quelle auto choisir. Vous êtes attendu 0826. Ah non, il n'y en a pas aujourd'hui. Non, parce qu'on a Stéphane. Exactement. C'est ça. Laurence, la prochaine fois, tu suivras ton conducteur. Ce sera plus clair. Allez, à tout de suite. Roule, le club automobile ouvert à tous présente Sud Radio, on parle auto, Laurence Perrault, Jean-Luc Moreau. Et pour conclure notre rendez-vous, toutes vos questions que nous avons également reçues par jeparticipe@sudradio.fr en l'honneur de la présence de Stéphane Magnien, qui est le directeur activité Suzuki Auto, et puis les questions de l'ami Jean-Luc Moreau, qui lui aussi en a toujours à poser. Oui, on va parler politique commerciale un peu, Stéphane. Super. Parce qu'en ce moment, vous faites une opération, alors c'est jusqu'à la fin du mois, donc il faut se dépêcher. Si on veut acheter un S-Cross, on a droit à 3 500 € de réduction. Déjà, ça vaut combien un S-Cross de base? Ça oscille entre 25 000 et 34 000 €. Ah oui, donc c'est pas absolument pas négligeable. Non. Pourquoi proposer des réductions aussi importantes que ça? On a compris que Suzuki voulait se positionner au prix le plus juste. Pourquoi pas adopter une politique comme Dacia qui dit on vous vend un véhicule à un prix fixe, non négociable, comme ça on vous garantit le tarif le plus bas? Alors notre politique commerciale, elle est discutée avec nos partenaires, nos concessionnaires, qui préfèrent que l'on ait ce genre de politique commerciale. Bien négocié, quoi. Il y a deux avantages. Non, mais il y a 2 avantages à ça, c'est que on est transparent vis-à-vis du client. On a une remise qui est ferme et tout le monde a la même remise en fait. C'est quoi? C'est 10%? C'est entre 8 et 10%, oui, ça dépend des modèles. Donc si j'achète une Suzuki, je prends le tarif catalogue et d'emblée, je me dis j'enlève 10%. C'est tout à fait ça. Et donc ça nous permet aussi de suivre la politique de nos concurrents et chaque trimestre d'adapter ses remises, ses offres chaque trimestre en partenariat avec le réseau. Et de garder le prix catalogue très contenu qu'on a. C'est très important également pour les valeurs résiduelles. Alors là, on parle un peu plus technique. Pour toutes nos offres LOA, location avec option d'achat, leasing, etc. Alors, si je veux un Jimny demain, j'ai droit à 10%. C'est encore le mauvais exemple. Une fois de plus, c'est le mauvais exemple, puisque vu qu'on a vendu l'ensemble de notre production, on ne fait pas de remise sur ce véhicule. Donc pas de remise, pas d'hybride, délai de 2 ans, c'est ça sur celui-là? Non, un an. Un an, oui. Il va falloir quand même être extrêmement patient. Vous nous avez pas répondu tout à l'heure sur le gros SUV, il arrive quand? Alors, quel gros SUV? Alors, au-dessus du S-Cross. C'est le A-Cross. On a le A-Cross. Oui, non, mais alors au-dessus du A-Cross, qui est en fait qui est une Toyota rebadgée. Oui, on n'a pas de. Il n'y a pas dans le programme, dans le plan produit, il n'y a pas de véhicule au-dessus? Au-dessus, non. Et le partenariat avec Toyota, il est signé pour quelle durée? C'est un partenariat mondial technologique, ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est un partenariat technologique pour l'Europe. C'est pour l'électrification de nos modèles. On peut utiliser leur technologie et même un certain nombre de véhicules qu'ils nous mettent à disposition. Et nous, Suzuki, en Inde, où on est, je rappelle qu'on fait 50% de part de marché en Inde, Toyota utilise nos véhicules et nos technologies également sur ce marché pour s'implanter et également en Afrique. Donc c'est un partenariat qu'on voit peu, on voit le haut de l'iceberg en Europe. Et comment vous expliquez d'ailleurs en Inde cette prédominance alors que Suzuki finalement en France, alors on connaît beaucoup
Avec les motos, c'est ce que disait Laurence tout à l'heure. On a beaucoup d'auditeurs qui nous disent oui, Suzuki avant tout c'est les motos. Les gens connaissent le nom des voitures, mais associent pas forcément avec Suzuki. Pourquoi est-ce qu'en Inde vous êtes leader ? En fait, on a racheté une société qui s'appelait Maruti, qui était un constructeur local il y a une trentaine d'années maintenant. Et en fait, au moment où l'ensemble des constructeurs surinvestissaient en Chine, on a décidé de surinvestir en Inde. Et on a, on va dire, préempté ce marché. Et ça fonctionne plutôt très bien. On a 3500 points de vente en Inde, Suzuki. Et 35 000 vendeurs, juste pour vous. 35 000 vendeurs. Ah ouais. Les conventions réseau. Combien en France 450 à peu près. Il y a combien de concessions d'ailleurs en France ? Il y a 218 points de vente. D'accord. C'est à peu près équitablement réparti ou il y a des zones qui sont mieux couvertes que d'autres ? On est plutôt très fort dans le sud de la France, mais ça c'est historique. Sur la ligne Bordeaux-Lyon, puisqu'on est arrivé avec des petits 4x4 comme le qui était fabriqué en Espagne. Donc on a une image qui est plus importante. Mais en tout cas, ça fonctionne aussi très bien. C'est combien de ventes en France ? 25 000. D'accord. Si on peut faire un comparatif Oui, ça reste en fait un petit... 1,4% du marché. D'accord. Un petit importateur. Vous avez quand même remporté la Côte d'Amour l'année dernière. Ça s'appelait encore le CNPA à l'époque. La Côte d'Amour des constructeurs. Comment vous pouvez expliquer ça ? Alors déjà, on est très fiers d'avoir reçu ce prix, mais on était déjà sur le podium depuis quelques années. Je pense qu'on a mis en place un vrai partenariat avec nos investisseurs, nos concessionnaires. On appelle ça la Suzuki Family et ils font partie intégrante de notre politique. Et je pense qu'on a une relation équilibrée. Et puis certainement, ce qui a été aussi salué l'année dernière, on en est d'autant plus fiers, c'est pendant ces mois difficiles de fermeture totale des réseaux, on a continué à les soutenir, on s'est soutenus mutuellement. Je pense que c'est ça qui a été aussi très salué. Et ben voilà. Formidable. Si vous aviez un souhait pour cette année, là, comme on nous écoute tout en haut, ça serait quoi votre souhait ? Déjà que cette guerre à nos portes s'arrête, ça c'est la première chose. Et surtout pour les Ukrainiens. Surtout pour les Ukrainiens. Et puis aussi, n'oublions pas les pauvres soldats russes qui sont embarqués là-dedans alors qu'ils ont des fois que 20 ans et que voilà. Exactement. Et puis surtout pouvoir avoir suffisamment de production pour répondre aux besoins croissants de la demande. Voilà. Nous sommes en tout cas très heureux. Merci Stéphane Magnien, directeur de l'activité automobile de Suzuki France. Merci beaucoup. Sud Radio, on parle auto. Alors, pour finir ce rendez-vous, moi j'ai perdu pas que ma voix, ma tête aussi un peu. Pourquoi est-ce que le gazole a augmenté plus vite que l'essence, l'ami Jean-Luc ? Je voulais vous expliquer ça, parce que la France est championne du monde de la consommation de gazole, alors pas avec les Suzuki, puisqu'ils font plus de gasoil, enfin de diesel, mais pour les transports routiers, 77% du carburant consommé, alors par les voitures, les utilitaires, les bus, les camions, c'est du gazole. Et comme une raffinerie peut produire, alors c'est très schématique, moitié d'essence, moitié de gasoil, on est en déficit de gasoil. Alors, pour compenser ce déficit, les raffineries transforment ce qu'on appelle des coupes lourdes en gazole. C'est une opération qui est très gourmande en énergie. On ne va pas rentrer dans le détail technique, rassurez-vous Laurence. Là, je vois ma tête, ça veut dire quoi les coupes lourdes ? C'est cher et pas écologique. Les coupes lourdes, c'est les bitumes, c'est ce qu'il y a tout en bas. Ensuite, le gazole, il doit être débarrassé d'une partie du soufre qui contient. Et pour ça, on utilise de l'hydrogène. Et l'hydrogène, il est produit à partir du gaz. Et là, vous allez commencer à comprendre. Et le gaz, il vient d'où ? Le gaz, en partie, il vient de Russie. À ce stade, on a compris déjà que la fabrication du gasoil était plus onéreuse que la fabrication de l'essence. Le gasoil, c'est plus cher à fabriquer que l'essence. Et on était trompé jusqu'à présent parce que les prix à la pompe du gasoil étaient inférieurs à ceux de l'essence, parce que les taxes sont inférieures à celles de l'essence. Mais c'est pas tout. Même en transformant les coupes lourdes en gazole, on est en déficit de ce carburant en France. On n'a pas assez de diesel. Et un quart du gasoil qu'on consomme en France, vous savez d'où il vient ? Tout à l'heure, on parlait du gaz qui vient de... Voilà. Un quart du gasoil français, c'est du gasoil russe. Okay. Et en ce moment, ça coûte un peu cher de ramener ce gasoil en France. C'est pour ça que le gasoil a augmenté plus vite que l'essence. D'accord. Et je pense que la tension sur le gasoil va rester tant que le conflit ukrainien va rester, puisqu'on a besoin de ce gasoil russe. Moi, c'est clair. Merci beaucoup, l'ami Jean-Luc.
Merci, on se retrouve samedi prochain. Alors peut-être à Rétromobile. J'adorerais. On va travailler nos bosses au corps. On va faire quelque chose. Enfin, surtout vous, parce que moi j'ai plus de voix. Donc à suivre, c'est Invino avec l'équipe d'Alain Marty que j'aurai le plaisir de rejoindre demain, puisque dans mon rendez-vous nouveau sur Invino, un vin, une émotion, je reçois Yann Arthus Bertrand. En tout cas, passez un bon week-end. Avec Roule, le club automobile ouvert à tous.